Rwanda, par exemple, parce que le génocide du Rwanda est le fils de la démocratie. C'est la démocratie qui a créé le génocide. Ça, je connais bien. Moi, j'ai passé 11 ans au Rwanda. J'ai fait mes 2 thèses sur les ethnies du Rwanda, donc je connais un peu le problème. Donc, la démocratie est facteur de guerre en Afrique. Bonjour chers abonnés d'Omerta, chers abonnés à notre application, chers abonnés également à notre chaîne YouTube. Merci à tous pour votre fidélité. Au rendez-vous aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Grand Entretien d'Omerta, édition hebdomadaire. Je reçois Bernard Lugan. Bernard Lugan, bonjour. Bonjour. Alors je vais vous présenter en quelques mots. D'abord, on vous connaît surtout pour... vous êtes un africaniste, un de nos grands africanistes, je dirais. Vous avez été professeur à l'école de guerre et à Saint-Cyr, et vous dirigez aujourd'hui une revue sur Internet qui s'appelle L'Afrique réelle. Alors Bernard, ma première question, vous me l'avez dit en venant ici, vous revenez du Maroc. Quelle est l'ambiance en ce moment au Maroc? Oui, j'ai débarqué hier soir du Maroc. J'étais parti pour un cycle de conférences dans plusieurs universités marocaines. Et j'étais allé présenter également la réédition de mon Histoire du Maroc, un livre que j'ai publié il y a 4-5 ans. Je suis à la 4e édition, j'ai allé présenter au Maroc. Eh bien écoutez, ce qui est frappant au Maroc, c'est l'impression de dynamisme. Alors, quand vous voyez l'Algérie qui est en pleine sclérose, qui est complètement figée dans ses déterminismes, le Maroc est complètement ouvert. Il s'ouvre comme il s'est ouvert avec ses frontières sur l'Atlantique, avec ses 3000 km, maintenant qu'il a récupéré le Sahara. L'affaire est réglée, le Sahara est récupéré. Donc, vous voyez ce pays qui est un pays qui, à l'époque du début du protectorat, était enfermé sur ses montagnes. Lyautey l'a ouvert sur l'Atlantique, et aujourd'hui, il explose sur l'Atlantique, 3000 km de côte, de Tanger jusqu'à la Mauritanie. Un dynamisme absolument incroyable. Ça bouge de partout, ça construit de partout. Il y a un vent d'optimisme qui se produit au Maroc. Je pense que le Maroc est un pays qui va nous surprendre dans les années qui viennent. Avec en plus la force d'une monarchie. Parce que ce que le roi ne fait pas, son fils pourra le faire, ou son petit-fils. Donc, tous les plans du Maroc sont des plans à long terme. Alors que partout ailleurs dans le monde, on travaille à court terme, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est la force de la monarchie. De la monarchie qui dirige, pas la monarchie anglaise, qui n'est pas une monarchie, mais ça, c'est une véritable monarchie. Parce qu'au Maroc, si vous voulez, le roi a à la fois l'auctoritas et la potestas. Il a les deux symboles du pouvoir. Le Maroc qui a surpris tout le monde, enfin même si les choses étaient, avaient été quand même il y avait une voie vers ça en renouant des relations diplomatiques avec Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, l'affaire de Gaza, on en parle beaucoup au Maroc ou pas? Écoutez, moi au moment où l'affaire de Gaza a éclaté, j'étais à Marrakech. Et à Marrakech, ils ne pensaient pas du tout à ça, ils pensaient au colloque du FMI. Il y a 1200 candidats. Donc on ne parlait que de cela. Donc je ne peux pas vous dire quelle est la situation, car je suis parti donc hier soir. L'affaire de Gaza a éclaté avant-hier matin. Donc on en parlait, mais ce n'était pas très chaud. Ce n'est pas l'actualité brûlante. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au point de vue politique et géopolitique, je ne me prononce pas sur le bien fondé ou pas, je crois que le Maroc a réussi son coup, parce que grâce à cela, ça a permis la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Américains. Donc ça a débloqué la situation quasiment du côté des Allemands, etc. Donc ce qui fait que le Maroc a marqué des points d'une manière considérable. Alors, ce qui va se passer ensuite avec l'affaire de Gaza, ça je n'en sais rien. Je ne sais pas quelle va être la prégnance du phénomène. Il y a pas mal d'Israéliens au Maroc. Moi, j'ai vu, on voyait des Israéliens, des descendants de séfarades marocains. Dû au fait que les relations ont été renouées. Oui, et puis d'anciens juifs marocains qui étaient partis en Israël, qui parlent arabe d'ailleurs, et on en voit pas mal. Ça, c'est nouveau, ça, c'est un élément nouveau. Oui, tout à fait. Alors qu'il y a 10 ans, par exemple, on en voyait très peu. La diplomatie marocaine a très bien joué avec Azoulay, etc., du côté des Américains. Il y a une diplomatie secrète que le palais a entamée. Il y a vraiment une très forte... C'est un pays de tradition, le Maroc. C'est un pays qui a plus de 1500 ans d'histoire, qui a vraiment un corps de diplomates, qui a un corps d'administrateurs. Et il y a une diplomatie parallèle qui a été jouée à l'époque où la France
a véritablement attaqué le Maroc à l'époque de Madame Mitterrand, de toutes ces associations gaucho-humanitaires, les Marocains ont vu que la France était en train de lâcher le Maroc et ils ont développé une sorte de diplomatie avec les Américains. Oui. Notamment grâce à des gens comme Azoulay, etc. Et ça a porté ses fruits. Une politique se juge à ses résultats et on voit les résultats. J'avais fait moi-même j'avais accompagné le secrétaire d'État à l'époque, Colin Powell, dans une tournée diplomatique. Et la seule étape africaine de cette tournée internationale, ça avait été le Maroc précisément. Et je me souviens de discussions entre Powell sur le financement de programmes d'éducation. Notamment, je me suis surpris pourquoi les Américains s'intéressent-ils ou ont-ils développé autant ces relations avec le Maroc. En effet, à l'époque, et si vous me le dites, c'était un petit peu parce qu'ils n'étaient pas certains de continuer à avoir des relations optimales avec la France, c'est ça? Et alors, moi qui suis universitaire, j'ai arrêté l'université parce que la médiocratie ambiante m'a fait que j'ai quitté l'université. Là, j'ai donné des conférences dans l'université de Rabat, Jadida, Marrakech, etc. Les pauvres universités françaises ont du souci à se faire. Quand vous voyez ce que sont les universités marocaines par rapport aux universités françaises. Vous parlez en termes de niveau? À tout niveau. D'abord au point de vue tenue. Au point de vue tenue, au point de vue équipement, au point de vue ouverture. Les universités libres de Fès, c'est incroyable. C'est ces universités qui sont au niveau, à mon avis, nos meilleurs campus internationaux. La sclérose, quand vous sortez du Maroc et que vous voyez la sclérose de ce qu'est notre système éducatif français, vous êtes sidéré. Le tiers-monde, c'est ici. Hein. Nous rentrons dans le tiers-monde, alors que le Maroc en est sorti. Alors, on va quitter le Maroc un petit peu pour s'intéresser plus globalement à l'Afrique. On va prendre des moments pays par pays, mais ma première question, en août 2020, au Mali, se produit le premier coup d'État de la junte, du général Assimi Goïta. À l'époque, ça surprend tout le monde, même s'il y avait quand même des signes avant-coureurs et que la corruption née de l'ère Ibeka pouvait laisser penser qu'un coup d'État était possible. La France, à l'époque, moi j'ai fait plusieurs opérations avec les militaires français en termes de reportage. Disons que la France était assise, elle était intervenue en 2013 dans le cadre de l'opération Serval pour sauver le Mali. Le G5 Sahel fonctionnait, même si il était inégalement réparti. Le Burkina Faso, à l'époque, était toujours une sorte d'Eldorado dans lequel on pouvait se balader dans la rue à Ouagadougou sans problème. Cette descente aux enfers, on est 3 ans après. La France n'a plus sa place en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un refus de prise en compte de la réalité. Pas par les militaires, parce que les militaires étaient parfaitement conscients du problème. J'ai suffisamment travaillé avec eux pour le savoir. Refus complet de... En fait, tout est parti des jeux de poupées, les poupées emboîtées. Tout est parti du Nord Mali. Ce n'était pas une affaire islamique, c'est une affaire touareg. Tout est parti en 2010-2011, lorsque les Touaregs revenus de Libye ont décidé de... Qui était dans l'armée de Kadhafi. L'armée de Kadhafi. Oui. Alors, on peut même revenir à la guerre de 2009. À la fin de la guerre de 2009, Kadhafi réussit à établir la paix et ceux des Touaregs, Algérie et Kadhafi, tous les deux ensemble, et ceux des Touaregs qui ne veulent pas rentrer dans le système passent en Libye où ils constituent les unités sahariennes de l'armée libyenne. Quand ces unités Touaregs voient que Kadhafi va y passer, parce qu'ils ont vite compris que c'était fichu, ils décident de revenir au Mali, et là ils créent le MNLA, et ils lancent la 5e guerre Touareg. 5e guerre depuis 1963. Mais une guerre différente. Jusque-là, ils faisaient des guerres pour être intégrés dans l'ensemble malien. Là, ils font une guerre pour être séparés de l'ensemble malien. Donc, c'est un mouvement Touareg. Azawad. À la base, Azawad, mouvement Touareg. Et ce mouvement Touareg refuse d'accepter comme chef Yad Ag-Ghali. Yad Ag-Ghali, qui était haut dignitaire de la famille, la haute noblesse Touareg, et qui était le chef des 2 précédentes guerres Touareg, et qui est évincé par les Touaregs qui étaient partis en Libye, au motif que Yad Ag-Ghali aurait été accusé d'avoir eu partie liée avec les Algériens et de ne pas avoir poussé jusqu'au bout l'offensive de la précédente guerre. Yad Ag-Ghali dit, c'est très simple, vous ne voulez pas de moi, ben je crée mon mouvement. Mais il lui faut une lucarne. Comme lucarne, mais il prend l'islam.
Parce qu'il prend l'islam. Et il va doubler les Touaregs du MNLA et il va avancer sur Bamako. Là, nous déclenchons Serval. Et nous ne comprenons pas, les autorités politiques françaises refusent de comprendre que Yagué-Gali est à la fois la clé et la solution du problème. C'était l'homme avec lequel il fallait s'entendre. C'est l'homme qui tenait toute son affaire. Et Yagué-Gali va être montré par nous comme l'ennemi numéro 1. Le président Macron va même donner l'ordre de l'abattre. Et Yagué-Gali va doucement refaire l'unité des groupes Touaregs. Et il va refaire véritablement l'unité après la mort de Droukdel. Après la mort de Droukdel, après la mort d'El Parra, etc. Pourquoi ? Parce que AQMI, jusque-là, était dirigé par des Algériens qui avaient une vision califale. Des anciens de... Oui, tandis que Yagué-Gali n'a pas une vision califale. Yagué-Gali est un ethno-nationaliste islamiste, mais Touareg. Son but, lui, ce sont les Touaregs. Jusqu'au moment où la situation va empirer. Et aujourd'hui, quelle est la situation ? On est revenu au point de départ. C'est-à-dire que Yagué-Gali a réussi à refaire l'unité de tous les Touaregs. Il a même ramené à lui les Imrad, qui sont les Touaregs noirs. Alors, ça durera ce que ça durera, parce que les Touaregs se divisent toujours. Mais pour le moment, c'est lui le patron. Et on se retrouve comme au début de Serval, avec un nord contre le sud. Et aujourd'hui, retour au point de départ. Et Tombouctou est encerclé, toutes les villes du nord sont encerclées, l'armée malienne prend raclée sur raclée, et jusqu'où vont aller les Touaregs, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes revenus au point de départ. Et cela, les autorités françaises n'ont pas voulu le comprendre, et on leur a dit, et moi j'ai fait des rapports, et j'ai fait des documents, et j'ai fait des articles, etc., etc. Mais moi, comme je suis un affreux réactionnaire, on ne m'écoute pas. On préfère écouter les gens qui sortent de Sciences Po et qui ont une vision Sofitel de l'Afrique. Et vous pensez, donc, comme vous dites, retourne à la case départ, vous pensez que Yagué-Gali a les moyens à nouveau de menacer Bamako et de s'attaquer au pouvoir à la capitale. Oui, alors la seule chose qui les freine pour le moment, c'est l'État islamique. Parce que ils sont dans le sud. Ils sont dans la zone des 3 frontières. Ouais. Et l'État islamique est en train d'essayer de pousser vers Kidal, zone Thessalite, Kidal, etc. Ils essaient de pousser vers cette zone. Et les combats les plus furieux ont lieu là en ce moment. Parce qu'attention, il faut bien voir que AQMI, depuis la mort notamment de Droukdel et des autres chefs, n'est plus dirigé par des califistes. Dirigé par des gens qui ont une vision ethnique, c'est-à-dire au nord les Touaregs, au sud les Peuls. Alors, une partie des Peuls se retrouve quand même du côté État islamique. Mais ça, c'est le jeu interne des Peuls. Par exemple, vous avez au Cameroun, les Peuls, eux, sont des Peuls qui luttent contre les islamistes, le système des Lamido, les grands Peuls. Donc attention, il ne faut surtout pas faire d'essentialisme. Surtout, et surtout, éviter d'avoir une vision globale. Il faut toujours avoir une vision régionale, locale et même micro-locale. Alors, dans cette approche politique, il y a quand même une chose qui m'interpelle. J'avais accompagné la ministre Florence Parly au Sahel, à l'époque où elle était en train d'amener des partenaires européens pour former cette force, deux forces spéciales qu'on appelait Takuba, en essayant de les mettre à la formation des armées nationales, ce qui n'était pas idiot d'ailleurs, puisqu'il y avait eu des groupes intéressants, c'est-à-dire des groupes autour d'un chef traditionnel, souvent d'ailleurs Touareg, qui avaient été formés par les forces spéciales, armés par les forces spéciales, et il y avait quelque chose qui marchait. Mais la rhétorique était la suivante, c'était de dire, comme l'avait dit George Bush avant à propos de l'Irak, nous allons les combattre chez eux pour qu'ils ne viennent pas chez nous. Or, j'avais dit à cette ministre, aucun attentat en France n'a jamais été revendiqué au nom de... Je crois qu'il y a un djihadiste en France qui a tenté de frapper, qui s'était revendiqué d'El Sarawi, donc du patron de l'EIGS, mais aucun attentat. Pourquoi avoir continué à essayer de développer cette rhétorique de la part de la France alors qu'on était finalement dans la gestion de problèmes locaux ou régionaux ? Tout simplement parce qu'on a refusé de traiter la question ethnique. Tout simplement parce que l'ethnie était mal vue. Dans le monde de l'universalisme, tout ce qui est enracinement est contraire à l'idéologie
idéologie dominante. Alors qu'on a commis la même erreur que Paul Bremer en Irak, en méprisant les tribus et en disant la démocratie, c'est une voie. Complètement. Moi, c'est ce que j'explique depuis 30 ans. Moi, j'ai été viré de l'école de guerre et de Koweït parce que je défendais cela. Je disais, attention, ce n'est pas un problème islamique. Ils sont tous musulmans. Le problème n'est pas là. Yaga Ghali, moi je suis persuadé que Yaga Ghali a pris le créneau musulman parce que c'est le seul créneau qui était libre, puisque le créneau national non religieux était pris par le MNLA. Il a pris ce créneau-là. Mais l'on se retrouve dans une situation de méconnaissance complète. Là alors qu'il aurait fallu avoir à la tête des affaires étrangères, des affaires africaines, des gens connaissant bien l'Afrique, on a mis ceux que j'appelle les danseurs à claquettes de Sciences Po. Et des gens qui étaient méprisés localement. Parce que c'est du blanc qui ne connaît pas l'Afrique, et du blanc arrogant, du blanc donneur de leçons. Et puis alors, n'oublions pas quand même, depuis un an ou deux, toute l'évolution LGBT, théorie du genre, etc. Ce qui révulse les Africains. Ça les révulse. Pour eux, c'est quasiment je sais pas, c'est le pire qui puisse arriver. Et alors tout cela, ah bon, c'est ça la démocratie que vous voulez nous imposer? Alors, que s'est-il passé sur le long terme? Il s'est passé qu'en 1991, il y a eu le discours de La Baule de François Mitterrand. Et Mitterrand a dit, voilà, si l'Afrique ne se développe pas... Alors nous sommes dans l'Afrique francophone, parce que tous ces problèmes ne se posent pas dans l'Afrique anglophone. C'est vraiment Afrique francophone. Alors Mitterrand a dit, écoutez, si l'Afrique ne se développe pas, c'est par manque de démocratie. Donc à partir de maintenant, nous allons subordonner l'aide à votre avancée démocratique. Donc tous les pays d'Afrique qui dépendaient de la coopération française se mettent à faire du multipartisme. Donc anarchie partout, l'anarchie partout, Zaïre, etc. Donc en l'espace d'un discours, Mitterrand a détruit 20 ans de travail. Parce que depuis 1960, donc 2 ans avant les indépendances, jusqu'au discours de La Baule, la coopération française, qui était dirigée par d'anciens coloniaux, des anciens administrateurs, etc., avait bien compris que le problème, c'était l'État. Comme ce sont des pays artificiels, il fallait commencer par créer l'État. Donc pendant plus de 20 ans, toute la coopération française allait dans le sens de ce qu'on a appelé le raccourci autoritaire. C'est-à-dire, on laissait faire le parti unique, et le parti unique engerbait les différences ethniques, au profit de l'une des ethnies, d'accord, mais tout arrivait à cohabiter à l'intérieur de ce parti unique. Et du jour au lendemain, interdiction du parti unique, pluripartisme. Donc toutes les forces de dissociation qui étaient contenues à l'intérieur du parti unique éclatent. Elles vont éclater même à l'intérieur des ethnies. Au Rwanda, par exemple, sur le génocide du Rwanda est le fils de la démocratie. C'est la démocratie qui a créé le génocide. Ça, je connais bien. Moi, j'ai passé 11 ans au Rwanda. J'ai fait mes 2 thèses sur les ethnies du Rwanda, donc je connais un peu le problème. Et là, non seulement ça a fait éclater le bloc, éclater les Hutus et les Tutsis, mais surtout les Hutus entre eux qui ont éclaté. C'est-à-dire que la démocratie a fait éclater les Hutus entre Hutus du Nord et Hutus du Sud. Et c'est pour ça que la guerre civile va éclater. Parce qu'une partie des Hutus du Sud, pour combattre les Hutus du Nord, vont s'allier aux Tutsis. Et c'est ceux que l'on va appeler les Hutus modérés. Dans la méconnaissance totale du dossier, les buteurs de la sous-culture médiatique vont parler de Hutus modérés. Alors que le Hutu modéré, c'est le Hutu du Sud qui combattait le président Hutu du Nord en s'alliant aux Tutsis. Vous voyez ? Donc c'est pas exactement ce qu'on dit. Donc la démocratie est facteur de guerre en Afrique. Moi, j'ai une question à propos de l'armée française, son rapport, on va le voir aussi avec le politique, et son action en Afrique pendant ces quelques 9 ans, 10 ans de présence depuis Serval, puis ensuite Barkhane. La France a obtenu des résultats en termes de lutte contre les réseaux djihadistes, même si on sait... moi, je parlerai de groupes armés terroristes. De GATT, comme le disent les militaires. Oui. Parce que autant l'État islamique, ce sont des islamistes, mais pour moi, le MNLA ne sont pas des islamistes. Les hommes de groupe armé terroriste, ce qui va englober... Enfin, AQMI, quand même. AQMI n'est plus islamiste. N'est plus islamiste. Non, l'État islamique, oui. Oui, d'accord. Ici, au Mali, je ne parle pas ailleurs. On pourra dire qu'il y a ceux qui sont réintégrables et ceux qui ne le sont pas.
Non, même pas. Il y a ceux qui sont avant tout Touareg ou Peuls et qui vont utiliser la carte islamique. Oui, mais ceux-là, on peut éventuellement avec... D'ailleurs, il y a eu des groupes comme ça qui ont rejoint, dans la région de Ménaka, par exemple, il y a eu des groupes qui ont rejoint... Il eût fallu les soutenir, ces gens-là. Alors justement, c'est ma question. Les Américains ont développé, sous la houlette du général Petraeus en Irak, ont repris des thèses de contre-insurrection, développées par les Français en Algérie, par les Anglais en Birmanie, à leur compte, c'est-à-dire... Et au Kenya, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, c'est plus l'ennemi qu'il faut abattre, c'est la population le prix. C'est-à-dire il faut ramener à soi la population pour dire, regardez, le fauteur de troubles, c'est le djihadiste, c'est voilà. Il y a eu certains succès, puisque le fameux mouvement des Sahrois, donc vis-à-vis des Arabes sunnites d'Irak, s'est rebellé contre Al-Qaïda. Al-Qaïda a été décimé par les forces spéciales américaines. La situation n'est pas la même. Mais en France, non mais moi, là où est ma question, pourquoi la France n'a pas conduit, parce que ce qu'on a fait, moi ce que j'ai pu constater en allant avec les commandos parachutistes, la Légion au Mali, qu'est-ce qu'on faisait? De la chasse. On ne faisait pas autre chose. Donc pourquoi n'avoir jamais développé de la part de la France des opérations de contre-insurrection vis-à-vis des populations civiles, alors qu'on avait cette expérience que les Américains nous ont piqué pour l'Irak? Écoutez, c'est ce que nous avons fait en 1897-1898 avec la conquête du Soudan français, où nous étions en phase de colonisation et avec des effectifs énormes. C'est ce qu'on fait, Archinard, etc. C'est ce que nous avons fait. Dans le cas de l'intervention Serval et Barkhane, c'était impossible, parce que nous étions en présence de pays indépendants. Donc, pour appliquer cette politique, c'est la méthode Lyautey. Oui. C'est la méthode Gallieni. Exactement. C'est la méthode Lyautey. Mais pour cela, il faut être le patron. Il faut être l'autorité. Donc on ne pouvait pas le faire à cause des autorités locales? Mais on ne pouvait pas, ce sont des pays indépendants. Oui. Et en plus, nous n'avions pas les effectifs. Et en plus, tout le monde savait que nous n'allions pas rester. Mais donc, au final, on a assisté à la désintégration de ces pays avec notre force militaire présente sur place en faisant de la chasse aux djihadistes. Alors que la solution était très simple, il fallait dès le début traiter avec les Touaregs. Il fallait traiter dès le début avec les Touaregs. Il n'y aurait pas eu la contagion vers le sud. Mais le IGS, c'est les Peuls. Il fallait aussi traiter avec les Peuls. Le IGS, c'est après. Attendez, je parle à la racine du problème. Après comment dirais-je, l'islamisme n'est que la surinfection d'une plaie ethnique. Ensuite, la septicémie était là. La septicémie était là, il lui fallut tout arrêter et repartir. Mais au début, la situation pouvait être... Il ne fallait surtout... Après avoir stoppé Yagag Ghali, au nord de Bamako, il fallait discuter avec lui. Il fallait discuter avec lui tout en obligeant Bamako à faire des concessions vis-à-vis des Touaregs. Dire à Bamako, écoutez, voilà, on vous a sauvés, maintenant nous allons reprendre Gao, Tombouctou, etc., mais à condition que vous traitiez avec ceci, cela. Les Touaregs l'auraient bien compris. Et les Touaregs seraient sortis de leur cadre d'indépendance pour accepter un cadre, si vous voulez, pas de semi-indépendance, mais de sorte de fédéralisme ou autre, peu importe. Vous voyez, mon idée, pas le jacobinisme. Or, au lieu de cela, nous avons reconquis, pour les beaux yeux de la princesse, tout le Mali. Nous nous sommes mis à dos les Touaregs, tout en nous mettant à dos les gens du Sud, qui se sont dit, mais enfin, on ne comprend pas. Vous avez reconquis le nord du Mali, mais vous nous interdisez à nous, armée malienne, d'aller en pays Touareg. Mais nous sommes indépendants, quand même. Vous nous interdisez. Et on n'a pas pu les laisser monter, parce qu'en même temps, nous avions des accords boiteux avec les Touaregs, qui nous avaient permis, grâce à ces accords boiteux, de liquider les groupes d'AQMI, qui à l'époque étaient islamistes, dans la région des Ifora, etc. Donc nous sommes retrouvés. Moi j'ai fait un communiqué en 2013, en disant, un communiqué, on pouvait le retrouver, l'armée française entre l'enclume et le marteau. En 2013, j'ai annoncé exactement ce qui allait se passer. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'on a eu affaire à des politiques. Et les militaires étaient parfaitement au courant. Alors, effectivement, on a fait de la chasse. Très belles opérations de chasse, mais seulement qui n'ont abouti, au point de vue politique, à rien du tout. À rien du tout. Pour refaire des opérations comme cela, ou alors il lui fallut faire le plan Chal. Mais le plan Chal, on était dans une Algérie qui à l'époque était encore française, c'est-à-dire on prend en charge les populations, on les regroupe, on les encadre, etc. On fait la chasse aux djihadistes et ensuite on remet les populations. Enfin, à l'époque, c'était les fédéraux. Mais
avec 3000 hommes opérationnels sur un territoire grand comme l'Europe occidentale, c'est quand même un peu difficile. D'autant plus dans des pays qui sont indépendants. Et avec en plus la presse française qui est là pour chercher la moindre bavure pour attaquer les militaires. Souvenez-vous, ce pauvre légionnaire qui a eu le malheur de poser qui a été saqué, viré de l'armée. Enfin, c'est scandaleux. Une bêtise absolue. D'ailleurs, il est scandaleux que le chef de corps n'ait pas mis son képi sur la table. Oui, c'est incroyable. Sur le recul de l'influence française, comment... Parce que la France n'est pas responsable de tous ces maux que vous décrivez, c'est aussi des problèmes de gestion. J'évoquais Ibrahim Keïta, la corruption généralisée, le fait que Hollande réussit une opération assez formidable qui est Serval, qui permet de remettre la France au goût du jour au Mali. Je me souviens qu'à l'époque, les enfants hurlaient François Hollande dans les villages. Il s'appuie sur un président démocratiquement élu, mais aussi qui fait partie de la vieille internationale socialiste. Et en fait, on passe tout la corruption. Et pendant ce règne, le pays part à veau de l'eau. Ça devient, comme dit Villepin, un pays failli, le Mali. Comment la France, finalement, se retrouve au carrefour de toutes les récriminations? C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'elle est chassée. Et psychologique, et morale, et civilisationnelle, et philosophique. Mais c'est terrible. En plus. Mais il se trouve que... Et on n'a pas vu venir tout ça. Si. J'ai vu, j'ai même annoncé, moi, le coup d'État. J'ai fait un communiqué chez Berkoff, à une émission chez Berkoff au mois de mars. J'ai annoncé le coup d'État au Niger. Bon, tout simplement parce que, sans lire dans le mar de café, on savait très bien que, quand on dit les marxistes, les contradictions étaient telles qu'il allait y avoir un saut qualitatif brusque. Vous voyez, j'emploie le langage marxiste. Il allait se passer quelque chose, c'était évident. L'accumulation des erreurs politique faite par la France faisait que c'était obligatoire. Et quand les putschistes maliens ont mis la France hors du Mali, et lorsque nous avons installé notre repli au Niger, moi j'ai fait un communiqué également, c'est de la folie. J'ai dit à l'époque c'est de la folie d'installer le repli au Niger parce que ça va éclater. Il y a eu plusieurs erreurs qui ont été faites. Une des grandes erreurs, revenons en arrière, c'est de ne pas avoir soutenu Blaise Compaoré. Il fallait... Le Burkina Faso était dirigé par quelqu'un qui était remarquable. Alors évidemment, c'était pas Sœur Teresa, mais il tenait son pays. Et il le tenait comment, son pays? Il le tenait parce qu'il s'appuyait, lui, sur la chefferie. Il avait des liens dans tout le pays. Mais oui, notamment à l'Est. Il s'appuyait sur la chefferie, il jouait sur les autorités traditionnelles. Or, il a été combattu. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une intelligentsia africaine qui est dans le mythe de Sankara. Et comme Blaise Compaoré a été accusé d'avoir participé à la mort de Sankara, donc toute l'intelligentsia guévariste mondiale s'est mise à le critiquer, bien entendu soutenu par la France, alors que Sankara était un homme qui a fait Saint-Cyr, c'est un gars qui était... Bien sûr. C'était un de nos camarades. Et... donc, nous avons laissé faire le coup d'État, nous l'avons même encouragé, etc. Donc, nous avons perdu le seul point d'appui solide. C'était le seul point d'appui solide dans la zone. À partir de ce moment-là, tout est parti à volo. Et du coup, les Russes l'ont récupéré, là, maintenant. Oui, mais là, évidemment, l'affaire des Russes... il est toujours... C'est un réflexe d'infantilisme total que d'attribuer à l'autre ses propres échecs. Ouais. Les Russes... L'inversion des causes et des conséquences. Oui, absolument. Les Russes sont engouffrés dans le vide. Ils ont peut-être poussé un petit peu, mais ils ne sont pas à la cause du show. Mais si vous voulez, c'est tellement facile de dire... Comme les Russes sont définis comme étant les affreux à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas de notre faute. Ce sont les affreux qui nous ont fait un croche-pied. Pas du tout. Nous sommes pris nous-mêmes les pieds dans notre incompétence, dans notre nullité. Par reprocher aux Russes de se servir de notre nullité. Et en plus, nous faisons la guerre aux Russes en Ukraine. Et les Russes nous font la guerre en Afrique, et nous trouvons que ce n'est pas moral. Ah non, en fait, nous vous faisons la guerre à vous, les Russes, mais ce n'est pas bien que nous fassiez la guerre à nous en Afrique. Bon, c'est la cour de récréation. Quand on regarde aux origines, notamment du développement du groupe Wagner en Afrique, c'est la fin de Sangaris en République. Alors là, Sangaris, c'est le plus beau gâchis. Ah oui.
Parce que et les Russes s'infiltrent après. La Centrafrique, ils occupent le terrain. La petite fiancée de la France. Oui. La Centrafrique, je connais bien la Centrafrique. Mais nous étions complètement chez nous en Centrafrique. La nullité de l'opération, du début de l'opération, nous lançons l'opération pour protéger les populations chrétiennes du Sud qui sont en train de se faire massacrer et ethnocider par des musulmans venus du Soudan. Parce que la Séléka, c'est le Soudan. Oui. Et nous envoyons nos troupes. Et au lieu de faire une projection sur l'arrière du Séléka, il suffisait de lâcher 3 commandos parachutistes, on n'en parlait plus. Il fallait surtout ne pas abandonner Birao comme l'avait fait Sarkozy. Bon. D'ailleurs, quand les Russes sont arrivés en Centrafrique, ils ont commencé par prendre Birao. Parce que les Russes, eux, savent lire une carte. Donc là, au lieu de casser la Séléka, nous nous interposons. C'est-à-dire que nous empêchons les bourreaux de continuer à massacrer leurs victimes et nous distribuons des galettes de chocolat et des couches culottes. Donc la Séléka a dit « mais les Français sont complètement nuls, on peut y aller ». Et les gens du Sud disent « nous sommes trahis ». Les Russes avaient une... D'autant plus que l'ambassadeur de Russie était là depuis 11 ans. Oui. La permanence. Oui, alors que les ambassadeurs passent, ils font les beaux pendant quelques temps, ils partent, ils repartent. 11 ans. Parlant russe. Parlant les langues du pays, et puis les autres. Donc, connaissant parfaitement toutes les... Vous savez, moi, j'ai vu en Russie des choses incroyables. J'ai donné des conférences il y a un certain temps, il y a 8 ou 10 ans, au MGIMO, à Moscou. Et j'ai dîné ensuite avec des cadres. D'abord, j'ai parlé au MGIMO devant des salles, sans traduction. Je parlais en français, tout le monde comprenait le français. Il y a 1 ou 2 assistants qui avaient un micro. Et au dîner, le soir, j'ai vu des spécialistes de l'Afrique, j'étais sidéré. J'ai eu l'impression de retrouver les gens que j'avais connus, moi, dans l'administration française au début de ma carrière. C'est-à-dire les vieux Africains qui connaissaient parfaitement l'Afrique. J'avais notamment à ma droite un spécialiste de l'Angola, j'ai eu un spécialiste d'ailleurs de la une connaissance, mais parfaite, mais une vraie connaissance, pas une connaissance Sofitel, une connaissance ethnique, une connaissance historique, une connaissance géographique. J'ai été sidéré de voir ce niveau que nous n'avons plus en France, que nous avions. Bien sûr. Car nous avions les meilleurs africanistes en France. Nous ne les avons plus et nous avons à la place, je le répète, les danseurs à claquettes de Sciences Po. Dernière question pour essayer de... Est-ce que la France retrouvera un jour l'Afrique ? Quelles conditions faudrait-il ? On s'est fait chasser, c'est humiliant. Je ne crois pas que l'Africain, de base, personnellement, pour y avoir passé du temps, soit hostile à la France. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la France retrouve son influence ? Parce que la vraie question, c'est il n'y a pas qu'en Afrique, au Moyen-Orient aussi, on a perdu pied. Alors, je ne parlais pas du Moyen-Orient parce que je ne connais pas. Moi, je renverse la question. Avons-nous encore des intérêts en Afrique ? D'accord. On n'en a plus. On n'en a pas. L'Afrique ne représente rien dans l'économie française, rien. Le Sahel, 0, 0,3% du commerce extérieur. Moi, je africaine chez nous, quand même. Moi, je préconise le retour à ce que l'on faisait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la politique littorale, les comptoirs. Abandonner l'intérieur du continent. Laissons les Russes, les Chinois se brûler les ailes. Ils vont se brûler les ailes aux réalités africaines. Ils découvrent. Comme aurait dit De Gaulle, je leur souhaite bien du plaisir. Mais nous, revenons sur le littoral. Il faut développer une force maritime et des contacts sur les pays littoraux. Alors, tout va se repasser sur le littoral. L'Afrique rentre à nouveau dans un grand chaos continental, comme au XVIIIe, XIXe siècle, et les forces vives vont être sur le littoral. L'exportation des matières, le contrôle des grandes routes, etc. Donc il faut être sur le littoral, il faut être au Sénégal, il faut être en Côte d'Ivoire, il faut être au Ghana, il faut être en Angola. Voilà, le littoral. Moi, vous voyez, j'ai une vision, je perds ma vision continentale et je reviens... C'est une tradition maritime parce que chez ma famille, il y a eu des officiers de marine en quantité. Donc je revois, vous voyez, cette vision maritime. Donc une famille marquée par l'habitude des armes. Vous venez d'écrire un livre sur les duels. Vous pouvez nous en dire 2 petits mots pour terminer ? J'ai écrit un livre qui s'appelle Éloge du duel parce que... j'ai créé l'association pour le rétablissement du duel en matière de presse. Parce que j'ai fait 15 ou 20 procès, 25 procès contre les journalistes qui m'ont calomnié, que j'ai tous gagnés, mais ils ont continué à me calomnier. Alors j'ai dit, bon, maintenant le seul moyen, c'est le sabre en main, et pour leur mettre un peu de cerveau, un peu de plomb dans la cervelle. Alors j'ai créé cette association, et ceci m'a donné l'idée d'écrire ce livre qui s'appelle Éloge du duel, où je donne la nécessité pour réapprendre la politesse aux gens, le duel, et en même temps j'ai fait un peu l'historique du duel, avec l'évolution dans le temps, et je donne des anecdotes assez drôles d'ailleurs, duel d'hommes, duel de femmes, etc.